Aujourd'hui, ce matin, pour en parler, la finance islamique, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Mohamed Boujlel. Bonjour, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, Monsieur Mohamed Boujlel, donc le HCI qui propose la mise en place d'une instance nationale religieuse pour l'encadrement de la finance islamique. Quelles seront les missions de cette instance, Monsieur Mohamed Boujlel? D'abord, bonjour aux téléspectateurs, à vous aussi. Merci de l'invitation. Bon, à vrai dire, nous nous félicitons de la publication, de la promulgation de ce nouveau règlement spécifique ou dédié aux produits bancaires dits participatifs, c'est-à-dire conformes aux préceptes de la charia. Donc c'est un premier pas, mais très important pour l'industrie de la finance islamique en Algérie. Évidemment, par rapport à votre question, pour répondre à votre question, le HCI, en tant qu'instance consultative auprès du président de la République, elle a pour mission de répondre aux questions, à toute question économique et financière ou toute question relative à l'islam. Donc c'est la seule instance habilitée à donner un avis, une fatwa si vous voulez, sur ce qui lui est demandé. Et évidemment, depuis la déclaration du gouvernement algérien en 2016 d'élargir les produits et adapter les produits bancaires conformes à la finance et au précepte de la charia, ça c'était en 2016, donc du temps du gouvernement Sellal. Donc avec le gouvernement de M. Yahya, un grand travail a été fait. Quel a été l'objectif? C'était pour faire face à une crise économique ou oui, seulement écoutez madame, maintenant on parle beaucoup d'inclusion financière. Toutes les institutions financières, je veux dire le FMI, la Banque mondiale, etc. Donc on parle d'inclusion financière, c'est-à-dire que la nécessité de permettre à toute la population de s'inscrire dans le divers circuits de financement. Donc la finance islamique, pourrais dire que c'est une finance inclusive et non exclusive. C'est-à-dire elle vient apporter un plus à l'économie nationale parce que vraiment nous sommes sur le terrain et ce n'est pas un secret de polichinelle de dire qu'il y a une réticence d'une part de la population, que ce soit de la part des opérateurs aux produits classiques, donc soit du point de vue par rapport aux épargnants et aussi par rapport aux opérateurs économiques qui... Selon vous, ce manque de crédibilité, est-ce que par rapport aux autres banques, je dirais classiques ou occidentales, peut-être qu'ils proposeraient des produits beaucoup plus innovants ou c'est l'inverse? Oui, oui, non, l'industrie financière elle-même, c'est une industrie innovante parce que elle a pris elle est apparue depuis 4 décennies déjà, au milieu des années 70. Bon, l'Algérie, elle a fait un pas important en 91 en créant la banque El Baraka. Puis nous avons connu la deuxième banque dite conforme au précepte de l'islam, la banque Salam. Mais ces deux banques à elles seules, c'est des banques privées. Bon, il n'y a pas de problème, public ou privé, mais le réseau n'est pas assez dense. C'est des banques récentes. Elles ne sont pas présentes sur tout le territoire national. Vraiment, la nouveauté pour ce règlement, c'est de permettre justement aux banques publiques de commercialiser ces produits. Et les banques publiques, madame, ça fait plus de 1000 agences, un réseau dense à travers le territoire national. Donc c'est ce qui fait la nouveauté par rapport à l'économie nationale de ce règlement. Et ouais. Monsieur Boujlel, par rapport à l'instance qui sera mise en place, qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'il y aura un nouveau mode de contrôle interne et externe par rapport à la banque islamique, par rapport aux produits proposés qui s'inspirent de la charia, Monsieur Boujlel? Comment ça va se passer? D'abord, je me réfère à l'article 4 du règlement qui dit, après obtention de l'autorisation préalable de la Banque d'Algérie, les banques et établissements financiers agréés désireux d'obtenir pour leurs produits
une certification de conformité aux préceptes de la charia, doivent soumettre les 10 produits à l'appréciation de l'organe national dûment habilité. C'est ce que dit le règlement. Est-ce que cet organe national est composé par qui? Qui c'est qui va? Ça sous-entend le ACI. Bon, évidemment, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai une réunion avec monsieur le président du ACI, comme je suis membre aussi de ça ici, et c'est moi qui travaille sur ce dossier depuis quand même plus d'une année. Donc nous avons soumis tout un projet d'amendement de loi, parce que la finance islamique, ce n'est pas uniquement les produits bancaires. Nous avons l'assurance, nous avons la bourse d'Alger. Il faut quand même un petit amendement du code de commerce pour permettre l'émission de sukuk, qui sont l'alternative aux obligations à intérêt. Donc nous avons, j'ai dit, la zakat, le waqf, etc. Donc on a travaillé sur cet axe. Et on a proposé, entre autres, justement, que le ACI abrite cet organe de fatwa ou d'avis juridique. Parce que la nouveauté de la finance islamique par rapport à la finance classique, c'est qu'il y a la nécessité de la conformité des produits par rapport aux préceptes de la charia. Donc il faut un organe de contrôle qui donne d'abord son avis. Et par rapport à votre question, c'est vrai, maintenant ces questions de contrôle ex ante et ex post, ça demande un travail. C'est un nouveau chantier qu'on va réfléchir ensemble avec tous les partenaires, avec la Banque d'Algérie, avec la Bourse d'Alger, avec la COSOB, avec le CNA, le Conseil national des assurances, etc. Donc la finance islamique, c'est une industrie. Ce qui est rassurant, je le dis parce que je suis prof d'université et je suis chercheur depuis quand même plus de 30 ans dans ce domaine. J'étais d'ailleurs le premier chercheur dans le monde arabo-musulman à avoir présenté une thèse sur la banque islamique. C'était en 82 à l'université de Touat, parce que j'avais une bourse du gouvernement algérien. Donc je n'ai pas perdu mon temps et maintenant c'est le retour d'investissement. On essaie d'apporter quelque chose pour notre économie. Oui, l'essentiel c'est que mobiliser, on essaie tous de mobiliser cette épargne, cet argent qui circule en dehors du circuit bancaire, la mobiliser, la canaliser vers... Bon, l'économie parallèle, tu sais, l'économie parallèle n'est pas toujours nocive pour l'économie, hein, parce que, ça c'est une longue histoire, parce que elle peut apporter une certaine forme quelque chose, mais pour nous, dans le domaine de la finance, et pour des questions de bonne gouvernance, surtout de transparence, il vaut mieux que cet argent circule dans les circuits formels de l'économie. Et je pense qu'avec ce règlement et avec tout, tous les chantiers qu'on va encore travailler dessus, on va essayer quand même de capter une partie, au moins une partie importante de cet argent, et la faire entrer dans le circuit formel de l'économie. Tout à fait. Hier, lors de votre intervention au colloque sur la finance islamique, au CIC, vous avez dit que la finance islamique était une finance, plutôt la banque islamique était une banque humanitaire et participative. Vous avez même illustré par l'exemple des gilets jaunes par rapport à l'augmentation du pouvoir d'achat. Est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus? Moi, c'est-à-dire que je fais le parallèle entre l'immigration massive de ces populations qu'on dit immigration, c'est pas ma clandestine, et les gilets jaunes. Il y a un lien entre les deux phénomènes qui est la pauvreté. Nous vivons dans un monde où il y a de plus en plus de pauvres. C'est-à-dire qu'il y a un problème de fond, comme le disait Henri Denis dans son ouvrage Histoire de la pensée économique, après avoir analysé toutes les théories économiques, depuis Aristote jusqu'aux théories récentes, et il arrive à la conclusion suivante, et il le dit, je le cite, la science économique d'aujourd'hui ne propose aucune théorie valable de la répartition. Donc il y a un problème de fond. La mondialisation économique et financière, elle a enrichi davantage les riches et elle appauvrit les pauvres. Donc il y a un problème de fond. Est-ce que vous pensez que la finance islamique pourrait apporter des solutions et dans quel sens? Justement, la finance islamique, ça fait quand même, elle a 40 ans d'existence, elle est naissante, d'accord, mais les principes auxquels elle se réfère, elles sont,
générateur de justice et d'équité. Et c'est pour cela que Mme Lagarde, la directrice du FMI, elle l'a dit clairement, il est opportun de s'inspirer des principes de la finance islamique pour travailler à la réforme du système financier international. Et donc, M. Boughelel, la finance islamique qui proscrit le profit, c'est-à-dire riba, juste à titre de rappel, mais aussi, donc, qui tire ses enseignements et ses pratiques de la charia islamia, mais aussi elle stipule que le partage de risques et de gains et de profits entre l'emprunteur et le créancier. Comment ça se fait si on dit que cette banque a zéro risque de faillite économique? En même temps, on doit partager les risques. Le risque est lié toujours à toute transaction, elle a son risque. Donc la finance islamique, elle n'a pas son risque. Mais seulement les préceptes et les principes auxquels elle se réfère, ils sont révélateurs d'une certaine stabilité. Parce que le problème avec la finance conventionnelle, c'est quoi? C'est cette dichotomie entre l'économie réelle et l'économie monétaire et financière. Toute opération, toute transaction financière en finance islamique, elle est intimement liée et adossée à un actif réel. Donc, et c'est justement cette nouveauté de la finance islamique qui lie l'économie réelle à l'économie financière, ou l'inverse, l'économie financière à l'économie réelle, qui fait le plus apporté par rapport à l'industrie de la finance d'une manière générale. Et c'est pour cela que je le dis toujours dans mes conférences, bon, à l'étranger ou ici, je le dis toujours que la finance islamique, ce n'est pas une finance communautaire, c'est une finance universelle, et c'est pour cela qu'elle a été acceptée, elle est utilisée maintenant dans plus de 75 pays. L'Angleterre, par exemple la Grande-Bretagne, elle a créé ses banques islamiques depuis 2004. Il y a maintenant, on compte 5 banques, fully fledged banques comme on dit, 5 banques complètement islamiques. Et en plus, nous avons des fenêtres, comme nous allons le faire en Algérie. 17 grandes banques multinationales, elles ont leurs fenêtres islamiques. Donc, l'industrie financière islamique, elle est naissante encore, ok, mais les préceptes et les principes auxquels elle adhère, ils sont innovants par rapport, parce que moi je les résume en 3. La non-pratique de l'intérêt, l'interdiction de la spéculation à découvert sur le marché financier, qui est générateur de crise, et l'interdiction de la titrisation des créances, ou ce qu'on appelle maintenant les produits financiers, qu'on appelle actuellement les produits toxiques après la crise des subprimes. Et qu'est-ce qu'on fait des taux d'intérêt dans une banque islamique? Ils sont redéployés, ils financent des projets... Non, la rémunération du capital en banque islamique, ils obéissent à une autre logique. Donc nous avons deux manières de rémunérer les dépôts. Soit c'est une marge bénéficiaire prédéterminée. Donc nous avons, comme le règlement l'a cité, nous avons la murabaha, nous avons l'ijara, l'istisna, salam. C'est des modes de financement que j'appelle moi à marge bénéficiaire déterminée. Donc ex ante, au début, la banque, elle calcule sa marge bénéficiaire et elle l'étale sur une période donnée. Donc au départ, le débiteur ou bien le demandeur de financement, il sait combien il va payer exactement. Il ne va pas payer plus. Ce qui n'est pas le cas avec la pratique de l'intérêt où la banque, elle définit le taux, elle définit le montant du crédit, mais elle ne te dira jamais combien elle va te prendre. Parce qu'il y a ce risque de ce qu'on appelle les intérêts de retard. Pour chaque retard, donc il y a toujours une ouverture. Il y a une ouverture. Le taux est toujours revu à la hausse. La banque islamique, non. L'autre grand titre, si vous voulez, de l'élimination du capital, c'est le partage des pertes et des profits. Et qui c'est qui serait plutôt intéressé par ce type de produit? Est-ce que c'est les particuliers, les épargnants ou les investisseurs, les industriels? C'est une bonne question. Vous savez, la banque, madame, c'est un intermédiaire financier. Donc, elle mobilise de l'argent chez les épargnants et ensuite elle les octroie sous forme de financement. Donc même la banque islamique, elle joue ce rôle d'intermédiaire financier. Seulement la manière de rémunérer, que ce soit les dépôts ou bien
la manière de demander sa part dans les bénéfices des entreprises à financer, elle diffère de l'intérêt. Donc nous avons le règlement, il cite ici un seul compte de dépôt qui est le dépôt en compte d'investissement, où le déposant accepte de partager le risque avec la banque. Soit il va gagner, soit il va perdre. Mais d'une manière générale, les banques, elles ont toute la technicité d'étude de faisabilité de ne pas perdre l'argent des gens, évidemment. Les banques, elles ne font pas faillite comme ça. Donc, vraiment, il faut des situations exceptionnelles pour qu'une banque fasse faillite, surtout une banque islamique. Tout à fait. Donc, elle a intérêt à bien étudier les projets. Maintenant, ça, c'est la relation déposant-banque. La relation banque, opérateur économique, donc on a une multitude de produits. Donc le règlement ici, il a cité 7 produits, mais on peut, évidemment, l'industrie financière, elle a pu développer beaucoup, un bon nombre d'autres produits. Et halal, évidemment, et en plus, l'ijtihad, il est là. C'est-à-dire, par exemple, si je prends par exemple le cas des soukouk. Le cas des soukouk, c'est des obligations, c'est l'alternative aux obligations à intérêt, aux obligations classiques, mais c'est un produit complètement nouveau. Les soukouk n'existaient pas dans nos fermes. Voilà. Donc, l'ijtihad, il est là, justement, c'est pour ça que je dis la finance islamique, c'est une finance inclusive et innovante. Participative. Participative et innovante. Est-ce que les banques islamiques proposent, par exemple, à titre d'exemple, l'assurance vie? Est-ce que c'est halal ou c'est haram, M. Boujlel? Oui, non. Là, c'est-à-dire, bon, c'est pour ça que lorsque je parle de l'écosystème de la finance islamique, là, on parle maintenant d'un autre segment de la finance qui est l'assurance. Oui, l'assurance, on a pu développer un nouveau type d'assurance conforme aux préceptes de la charia qui est le takaful. Le takaful, c'est une autre approche où l'assureur est en même temps assureur. Parfois, on a l'impression que c'est les mêmes produits, sauf qu'ils changent de nom. Non, ça c'est faux. Non, ça c'est faux. Non, écoutez, si ça c'était vrai, on ne parle pas maintenant de l'industrie du takaful. Non, il y a une grande différence entre les deux types d'assurance, même aux États-Unis. Vous savez, madame, aux États-Unis, il y a un règlement ou un règlement, une décision, voilà, de la Cour fédérale, c'était en 1869, qui interdit de considérer les opérations d'assurance comme des opérations commerciales. Donc ça, c'est un long débat. Donc on ne va pas tout expliquer en une émission. Mais l'industrie financière islamique, pour conclure, elle est là, elle a ses règles, elle a ses avantages pour l'économie. Et c'est pour cela que nous, notre chantier en Algérie, on ne va pas s'arrêter au niveau des banques ou ce règlement. Même la Banque centrale le dit clairement qu'elle a 3 principes qui vont gérer cette nouvelle industrie. Donc il y a pour la progressivité, il y a l'inclusion financière et il y a un autre, la graduation. Et un autre concept que j'ai oublié, il y a 3 de façon. La consultation, voilà, la consultation. Donc ensemble, Inch'Allah, pour le bien de notre économie, il y aura des consultations. On est là, le SCI et les autres parties prenantes, on est là justement pour aider, pour s'entraider justement, pour arriver à une meilleure implémentation de la finance islamique dans notre pays. En tout cas, la finance islamique qui commence à être adoptée par beaucoup de pays occidentaux, parce qu'au début, elle n'existait que dans les pays islamiques, le Moyen-Orient. Puis, par rapport à la mutation économique, beaucoup de pays occidentaux l'ont adoptée. Monsieur Boujlel, chez nous, dans notre pays, par rapport à la conjoncture économique actuelle, est-ce que la Banque islamique, quelle solution pourrait-elle apporter à certaines difficultés, voire problèmes financiers en Algérie? La question est simple. Là, on veut une inclusion financière. Il y a une demande sur ces produits. On est sur le terrain, on est en contact avec les opérateurs économiques, avec les gens qui ont de l'argent, qui ne veulent pas les faire fructifier selon la méthode classique de l'intérêt. Les opérateurs économiques, il y en a beaucoup qui veulent élargir leur activité, mais à défaut
de trouver le financement conforme évidemment au principe de la charia, c'est-à-dire ils ne sont pas arrivés à élargir leur activité. Donc justement, la finance islamique, elle vient pour répondre, pour trouver des solutions adaptées à ce contexte, à ce que ces gens veulent. Donc moi, je suis optimiste pour le devenir de la finance islamique en Algérie. L'essentiel, comme je l'ai dit, c'est qu'on va arriver à mobiliser cette épargne qui évolue en dehors du secteur formel, et en plus on va donner l'opportunité aux opérateurs économiques d'étendre leur activité en trouvant les formules qui sont conformes à leurs évidemment convictions religieuses ou culturelles ou comme vous voulez. Monsieur Boudjel, vous avez parlé tout à l'heure de Ijtihad. Est-ce que c'est des commissions qui existent au niveau des banques? C'est composé par qui? Qui c'est qui fait cette opération? Qui c'est qui fait Ijtihad? C'est-à-dire, est-ce que c'est des érudits, des imams, c'est des experts économiques, les deux à la fois? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a étude de dossier, on fait appel, si je peux l'appeler, à ces commissions? Non. Moi, je vois la chose de la manière suivante. Chaque banque, nous avons sur la place en Algérie, nous avons 28 institutions financières, 20 banques et 8 institutions financières. Donc, chaque banque, chaque institution financière, elle peut faire appel à ce qu'on appelle en anglais un Sharia board, un comité consultatif, comité Sharia, qui, eux, ils proposent ou bien ils attestent de la validité chariatique de ces produits, de nouveaux produits. Supposons par exemple, on veut lancer la Mourabaha, ou dernièrement la CNEP a lancé ce qu'on appelle l'Ijara dégressif, l'Ijara Temlikiya. Donc nous avons proposé ce produit, nous l'avons conçu, et une fois ces produits conçus et validés par le comité charia de la banque, donc elles sont libres de choisir les imams, enfin les érudits, les spécialistes de la question. Une fois le produit élaboré, il est présenté évidemment à la Banque centrale, et lorsque la Banque centrale valide le produit du point de vue technique, c'est-à-dire par rapport à ce qui est exigé par la réglementation. Et là, comme j'ai lu l'article 4, la Banque centrale n'est pas outil pour donner un avis chariatique. Ça, il faut revenir justement à cette, comme le dit le règlement, organe national dûment habilité. Ça pourrait être évidemment le Haut Conseil islamique, et au niveau du Haut Conseil islamique, nous avons évidemment, alhamdoulilah, nos érudits. Moi, personnellement, je suis membre de ce ACI, spécialiste des questions donc, relatives à la finance et à la monnaie. On essaie avec nos fuqaha, avec nos ulama, évidemment, de donner un avis. L'idée est justement d'arriver à une homogénéisation des produits. Il ne faut pas qu'il y ait un amalgame entre une banque et une autre. Il faut quand même un organe national qui veille, qui supervise, qui accompagne cette industrie. Très bien, Monsieur Boudjel. Je rappelle juste que le colloque qui s'est ouvert hier se poursuit aujourd'hui. Il y a 6 ateliers, n'est-ce pas, qui s'articulent entre autres sur la zakat, le marketing, la communication et autres thèmes. Donc vous allez animer quel atelier aujourd'hui, Monsieur Boudjel? Moi, je m'intéresse beaucoup à la finance philanthropique, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le Fonds national de la zakat depuis sa création en 2003. Donc je m'intéresse beaucoup, et même le Waqf, il a sa place dans notre économie. Vous savez, Madame, l'Algérie, elle est elle occupe la 3e place au rang mondial par rapport au bien Waqf. Donc nous avons quand même un grand chantier à travailler, et le Waqf, il peut aider énormément l'économie nationale. D'ailleurs, je suis derrière un projet où je vais essayer de proposer évidemment aux autorités l'idée de création d'un fonds Waqf dédié aux étudiants à l'intérieur de l'université. Ça va être un plus, parce que sincèrement, Madame, on demande beaucoup au Trésor public. N'importe quel État dans le monde, n'importe quel pays ne peut pas répondre à toutes les... Vous savez, Madame, je me souviens, je termine par cela, en 93, les gens mouraient dans la rue à Paris parce qu'il y avait une vague de froid
terrible. Les gens mouraient. Et Anne Sinclair, elle a invité dans son fameux programme 7 sur 7, Édouard Balladur, le Premier ministre de l'époque. Et vous savez, pour répondre, il dit « La solidarité naturelle doit l'emporter sur l'intervention de l'État ». Donc, c'est bien dit. Il ne faut pas seulement compter sur l'État et le trésor public, sur les deniers publics de façon générale. La société civile, elle doit s'organiser. Et le WACF, je crois que le WACF et la Zakat, ils peuvent jouer un rôle très important en organisant, dans la prise en charge des opérations de solidarité. Solidarité, voilà. Oui, voilà. Oui, c'est tout, alhamdoulilah, le peuple algérien, je vous le dis, il est généreux. Ça fait partie de nos S'il trouve la principes. confiance, il est là. Monsieur Bougelel, une dernière question par rapport à la finance islamique. On étudie où la finance islamique? Vous êtes professeur, je rappelle, à l'université de Msila, à Marrakech, en France. Vous êtes un peu partout. Où est-ce qu'on apprend les enseignements? Où est-ce qu'on tire les enseignements de la finance islamique? Écoutez, d'abord, nos universités, elles ont commencé à étudier, à proposer un cursus de finance islamique. Nous avons l'université de Sétif, l'université de Blida, donc pas mal d'universités qui enseignent, l'université de Constantine. C'est des nouvelles spécialités ou qui existent? C'est des nouvelles spécialités, oui, c'est de nouvelles spécialités. Parce que, vous savez, avec le système LMD là, il y a possibilité justement de proposer de nouveaux programmes. Il y a une certaine souplesse. Et ça, c'est très bien. C'est adapter les programmes universitaires par rapport aux besoins du marché. Et en plus de cela, l'ABEF, ils sont en train de faire un bon travail. Nous avons l'IRFI, l'Institut de recherche et de formation finance islamique à Staweli, qui fait quand même, qui donne des cours. D'ailleurs, récemment, le 29 décembre passé, c'était un samedi, j'ai participé, j'ai organisé un examen où 47 hauts cadres des banques ont passé ce qu'on appelle l'examen du CIB, le Certificate of Islamic Banker, en collaboration avec le CIBAFI à Bahreïn. Et moi, je le représente ici en Algérie. Donc, il y a un mouvement, alhamdoulilah, il y a une réponse. Les banques, la BEF et les banques de la place, ils sont en train de faire un bon travail, ils sont en train de préparer leur personnel, justement, pour entamer cette nouvelle expérience en Algérie. Inch'Allah, merci beaucoup, Monsieur Bougelel. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à toutes nos questions. Je rappelle que le colloque se poursuit aujourd'hui également pour tous ceux qui sont intéressés par la finance islamique et les produits de la banque islamique. Sans plus tarder, Radia, c'est à vous. Bonne journée.